Ainsi que Bruno l'a précisé très rapidement, moi j'ai commencé ma carrière voilà, en tant qu'enseignant de mathématiques en 86, en collège et en lycée. Puis très vite, moi j'ai ressenti une motivation s'accroître pour trouver de nouvelles méthodes pédagogiques, méthodologiques, pour accompagner au mieux les élèves, pour les intéresser au mieux. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé pour aller à la rencontre des personnes, voilà, de partager des expériences éducatives, pédagogiques, de construire avec les collègues des projets interdisciplinaires. Et par la suite, j'ai assumé diverses responsabilités dans l'éducatif, dont celle de diriger un internat de 500 jeunes, d'ailleurs ici en Essonne, qui fut une expérience complexe, mais très enrichissante sur le plan de l'accompagnement éducatif, de l'écoute active, des liens évidemment avec les familles et les professionnels du monde de l'éducation. Et puis en 98, j'ai pris la direction d'un ensemble scolaire, école-collège à Cholet, dans le Maine-et-Loire, où j'y suis resté 11 ans, avant de rejoindre un autre ensemble scolaire collège-lycée à La Pommeraye, toujours dans le Maine-et-Loire, mais en milieu rural. Et tout en continuant à apprendre, à acquérir de nouvelles compétences au travers d'expériences, de rencontres, eh bien, j'ai découvert avec beaucoup de joie l'éducation au milieu rural. Moi, je me souviens vraiment de cette petite école. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, les écoles à classe unique, hein, ou très peu, où l'enseignant, dans un calme vraiment incroyable et très professionnel, donnait des indications aux enfants de maternelle au CM1, en expliquant à chacun ce qu'il avait à faire, dans une qualité de relation vraiment avec chacun d'entre eux que je trouvais assez extraordinaire, pour que je puisse, moi, discuter avec les 3 enfants de CM2 qui se préparaient au collège. Et ici, on sentait déjà une relation très forte. Et depuis 2018, donc j'exerce la mission de directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Sarthe, appelé par Monseigneur Le Sceau, qui est l'évêque du Mans. C'est-à-dire que je porte la responsabilité, alors, hop, pour faire défiler, oui, c'est la flèche, hein. Voilà, très bien, merci. Où depuis donc 2018, avec mon équipe, hein, j'assume cette responsabilité d'accompagner 92 établissements catholiques sous contrat d'association avec l'État. Hein. C'est 62 écoles, 19 collèges et 11 lycées, dont 3 lycées agricoles, ce qui représente voilà, 21 000 jeunes et 2 000 adultes, enseignants et salariés, et évidemment ce qu'on appelle l'équipe de la direction diocésaine, une trentaine de personnes. Et effectivement, le territoire de la Sarthe, c'est un territoire qui est essentiellement rural, et donc il y a un fort maillage territorial, et l'enseignement catholique est évidemment implanté. Il représente à peu près 20% de l'ensemble des élèves du territoire, et nous avons un certain nombre d'écoles à 2 classes, 3 classes, 4 classes en village. On a une petite commune où la seule école du village, c'est une école catholique. Et donc, au fil des années, eh bien, je faisais de la relation vraiment un élément central de mon engagement, en nourrissant mes convictions. Alors, évidemment, d'autres nourrissent des convictions en fonction d'autres ressources. En ce qui me concerne, c'est vraiment des fondamentaux de la pensée sociale de l'Église. Et ça me semblait vraiment essentiel de le partager et avec mon équipe de nourrir le projet que nous avons mis en place avec, évidemment, et je vais revenir, les différentes personnes, parce que cela précise combien, en fait, pour parler d'éducation intégrale, il est important d'avoir un contexte qui soit favorable pour parler d'éducation intégrale. Et donc, je reprends, mais assez rapidement, hein, les principes de la pensée sociale de l'Église, hein, la dignité de toute personne humaine, la recherche du bien commun, le principe de subsidiarité, le principe de participation, parce que c'est vraiment, vraiment essentiel. La dignité de la personne humaine, en tant qu'évidemment unicité, le besoin de se construire au travers de la relation, c'est l'attention qui est portée à la personne. Si je me réfère à l'article 1, le premier article du statut de l'enseignement catholique, il précise que la dignité de la personne humaine fonde pour tous les hommes un droit à l'éducation. En fait, un postulat, c'est que tout jeune est éducable. Et donc, l'homme est bien au centre de la vie sociale, il en est le but. Le pape Jean XXIII évoquait que le principe essentiel est que l'homme est le fondement
la cause et la fin de toutes les institutions sociales. Et donc, la personne humaine est bien l'unité, c'est un être de relation dans une transcendance, et la dignité humaine est inaliénable. Et nous sommes au service de cette unité. Évidemment, j'y reviendrai après, puisque nous parlerons de communauté éducative. La recherche du bien commun, alors une définition classique que je reprends de l'encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistrat, c'est l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre au mieux et plus facilement son plein épanouissement. Et le bien commun, il est ancré dans les fondements anthropologiques de l'être en relation et de l'unité de la famille humaine, et nous sommes bien reliés les uns aux autres, et c'est ce qui nous rassemble, nous fédère même, à la fois dans une vision écologique et de manière intégrale, et bien sûr je vais y revenir. Et le bien commun, c'est le bien de tous et de chacun, de chaque personne, et non pas pour soi. C'est ce qui est bon pour chaque personne et pour sa communauté à laquelle il appartient, c'est-à-dire de réfléchir sur ce que c'est de vivre ensemble, que de construire une société. Et donc, la finalité de cette société, c'est d'atteindre pour chacun des membres leur perfection. Et l'homme ne peut agir qu'avec et pour les autres. Si on se ramène à une entreprise, pour le dirigeant, c'est comment veiller à créer une véritable communauté humaine qui favorise l'altérité. Dans les établissements catholiques, la recherche du bien commun se traduit à travers l'acte éducatif, en référence au projet éducatif, qui est évidemment le cap de toute communauté éducative. Et donc, ce principe de subsidiarité, là, je vais reprendre une parole de Benoît XVI, qui exprimait que dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate, la plus grande ressource à mettre en valeur, c'est la ressource humaine. C'est là le véritable capital qu'il faut faire grandir. Et en fait, dans nos communautés éducatives, scolaires, la subsidiarité fondée sur la liberté vise à harmoniser à la fois les relations entre les individus, soulignant d'une part l'importance à tout niveau d'une organisation sociale de permettre à chacun d'assumer ses responsabilités et ses talents, et d'autre part, de rendre accessible l'aide dont il peut avoir légitimement besoin pour cet exercice. Jacques Ferdinand, qui a été directeur d'Hewlett-Packard en France, précisait, lui, que le manager doit pousser le pouvoir vers le bas et développer l'autorité. Autorité, évidemment, au sens être auteur de celui qui fait. Et du coup, cela, évidemment, nécessite une organisation qui soit structurée, avec des instances de concertation, de travail, de parole. Et la participation de chacun et de tous, c'est l'un des principes des regards croisés, l'image de la petite roue qui fait tourner évidemment la grande roue. Et l'originalité dans ce concept, dans ce processus, c'est que la somme des intelligences individuelles constitue bien une intelligence collective dans une notion de service. Et ce qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas dissocier la sphère de travail des adultes dans un établissement scolaire et celle de l'éducation, mais au contraire la penser ensemble, parce que pour être efficiente, l'action éducative doit être portée par tous les adultes de l'établissement. Pour en être porteurs, les adultes doivent y croire. Pour y croire, ils doivent la vivre. Et pour la vivre, ils doivent retrouver les mêmes principes et les mêmes choix dont eux-mêmes sont considérés. Et du coup, au travers de cet engagement d'acte éducatif, on a besoin, me semble-t-il, d'un nouvel humanisme qui passe par l'éducation, et cela passe aussi par la fraternité. Et avec les parents, nous sommes tous engagés dans le processus éducatif, processus particulièrement complexe, mais enthousiasmant. Et la visée de la vie de l'établissement, elle est éducative et prend en compte la dimension intégrale de la personne. Et une notion essentielle est celle, évidemment, de la communauté éducative, qui n'est pas simplement une communauté autour de l'élève, c'est une communauté qui vit avec les élèves. Et la notion de communauté éducative au sein d'un établissement scolaire, alors de surcroît catholique, puisque c'est évidemment l'environnement dans lequel nous évoluons avec mon équipe, elle symbolise 3 éléments constituants. Le premier, c'est qu'elle est composée de personnes, d'acteurs qui vivent au sein de cette communauté une interdépendance
les unes avec les autres, une relation permanente qui en est le moteur, œuvrant ensemble pour une même cause, qui est celle de l'éducation, en lien toujours étroit avec les parents, qui sont évidemment les premiers éducateurs. Et tous les membres de la communauté éducative participent de manière différenciée à l'œuvre éducative, et les membres d'une communauté éducative sont très différents les uns des autres, avec des convictions différentes, des cultures différentes, et ne se ressemblent pas, mais la diversité des membres et la force des liens qui les unit, c'est ce qui constitue une richesse même d'une communauté éducative, puisque c'est ce qui constitue l'unité. Le deuxième élément, c'est le lieu dans lequel les acteurs vivent. Généralement, ce lieu qui incarne la communauté qui l'accueille, qui lui donne un cadre et la sécurise, c'est l'ensemble scolaire, c'est le collège, c'est l'école. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est le projet partagé, éducatif, qui donne du sens, qui donne de l'élan, de la vitalité à la communauté, et c'est le projet éducatif qui inspire la joie. Voilà, puisque c'est lui qui manifeste le but que se donnent et que reçoivent les membres, et c'est bien la communauté éducative qui fait le projet, qui l'élabore, qui réfléchit à partir de son ancrage territorial, de son histoire, de sa culture, peut-être des pères fondateurs, c'est un établissement congréganiste, de ses convictions. Et une fois que le projet est acté, eh bien, c'est le projet qui fait la communauté. Et on ne peut pas parler, me semble-t-il, d'éducation intégrale sans parler de la place de tout homme, de toute femme, comme un être relié au sein d'une communauté de vie et une communauté éducative. Et fort de ces convictions, eh bien, l'enseignement catholique de la Sarthe s'est engagé sur le chemin de l'écologie intégrale. Donc, je vais essayer de vous faire partager la réflexion qui fut la nôtre sur l'écologie intégrale pour la rattacher à l'éducation intégrale, puisque nous sommes évidemment au cœur de l'éducation. Et cette réflexion a abouti à une charte d'écologie intégrale intitulée « Ensemble, agissons pour la sauvegarde de notre maison commune pour les années 2021-2023 ». Mais si on reprend un petit peu la genèse, pourquoi? D'abord, on va se replonger dans l'année 2018-2019. Cette année-là, on se souvient de novembre 2018, qui était le mouvement des Gilets jaunes. Un temps important dans notre pays, dans notre société, on s'en souvient. Divers besoins ont été exprimés, dont celui de vouloir participer aux réflexions, aux prises de décision, et c'est là qu'on a vu ici ou là parler de débat populaire. Et cela nous a invités, dans nos communautés éducatives, à une relecture de nos propres fonctionnements sur la parole des uns et des autres. Ensuite, on a eu au printemps 2019, on s'en souvient aussi, de ce grand mouvement des jeunes sur le climat, dans plus de 100 pays. Au Mans, on a eu beaucoup de lycéens qui ont manifesté, d'air pacifique, pour interpeller les politiques, les élus, sur le climat, contre le réchauffement climatique. Et puis, dans le diocèse du Mans, ça correspondait aussi avec une actualité locale, puisque l'évêque du Mans a promulgué les orientations synodales du diocèse du Mans, au travers d'une orientation numéro 7, qui était le poste avancé de l'enseignement catholique, et de mettre aussi en avant l'Église verte au travers de Laudato Si. Et donc, fort de ce constat, pour les années à venir, toujours dans une démarche de projet, de créativité, d'innovation, de synergie entre les communautés éducatives, eh bien, nous réfléchissions sur un projet fédérateur, rassembleur, mettant l'enfant, le jeune au centre, car c'est bien pour eux que nous sommes là. Et donc, ça nous a renvoyé à juin 2015, cette encyclique du pape François, Laudato Si, remarquable, où en reprenant cette parole du pape François, on a beaucoup travaillé, ce qu'elle nous a inspiré, ce numéro 13. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus, qui nous donnait une indication sur la notion d'écologie. Et un peu plus tard, dans son livre « Un temps pour changer »,
Il exprimait que c'est une écologie qui ne se limite pas à prendre soin de la nature, il s'agit de prendre le soin les uns des autres et tout ce que cela implique. Et donc, cela rejoint les fondamentaux de la dignité de la personne humaine, le bien commun et la notion de communauté éducative sur lesquels nous nous sommes appuyés pour préparer quelque part le terreau nécessaire et faire confiance aux hommes et aux femmes qui œuvrent au quotidien au sein des établissements scolaires. Alors, c'est vrai que juin 2019, à ce moment-là, nous étions loin d'imaginer ce qui allait violemment percuter le monde un an après, avec évidemment un invité surprise de taille qui a été la pandémie liée à la Covid-19. Et cette crise sanitaire, depuis cette date du 12 mars 2020, qui était le discours du président de la République, qui annonçait le confinement, la fermeture de tous les établissements scolaires, et qui a depuis considérablement modifié, je veux dire, notre monde, nos modes de vie, nous imposant sa propre cadence, avec des moments qui ont été difficiles, douloureux, tragiques même, et qui nous a obligés, sommés de nous arrêter et de nous adapter. Et quelque part, la Covid-19, par rapport au projet qui était le nôtre, eh bien, a ralenti notre projet. Et en était finalement une opportunité pour se donner du temps. Ça rejoint cette phrase du pape François, le temps supérieur à l'espace, de se donner du temps. Et du coup, notre projet, qui se poursuivait dans une démarche de crise profonde, se confirmait aussi quelques mois plus tard avec des éléments importants. Alors, vous m'excuserez, je cite souvent le pape François, puisque on s'y réfère souvent, quand le 12 septembre 2019, il a annoncé le lancement du pacte éducatif mondial, où il exprimait qu'il est plus que jamais nécessaire d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcellement et les oppositions et recoudre le tissu des relations en vue. Et un an plus tard, le 3 octobre 2020, nous avions l'encyclique Fratelli Tutti qui sortait. Et donc, quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et un individu, entre la nature et la société qui l'habite. Et l'homme est au cœur de cette écologie et interagit avec elle dans une dimension intégrale où tout est lié. Tout est lié, on connaît cette expression. Tout est lié qui est, en fait, elle est là la définition de l'intégrale. Et le pape François utilise près de 16 fois dans Laudato Si l'expression « tout est lié », voire « tout est intimement lié ». Et tout est lié, ça signifie que tout ce qui existe parce qu'il est fondamentalement relié. Et par-delà les espaces, le temps, cette expression résonne et nous a invités à emprunter en permanence des chemins axés sur la relation. D'aucuns diront d'ailleurs des chemins de conversion axés sur la relation. Et la relation, si essentielle, constitue le cœur de la charte écologie intégrale. Et cette expression « tout est lié » a montré que l'écologie intégrale vise à articuler en permanence l'ensemble des 4 relations, la relation à Dieu, la relation à la création, la relation aux autres et la relation à soi. Donc je poursuis, excusez-moi. Donc la relation si essentielle donc, constitue le cœur de la charte écologie intégrale, comme je le disais, et il est important d'avoir ces 4 relations en tête pour habiter le monde et pour nous, évidemment, les communautés éducatives. Parce que être relié, c'est exister. Et de ce fait, l'écologie intégrale a pour objet la mise en œuvre du bien commun. Et les 4 relations sont le fondement de la charte écologie intégrale et constituent, pour les illustrer, les sommaires. Alors, on utilise aussi beaucoup un solide, et dans nos établissements, on l'a beaucoup utilisé, l'image d'un tétraèdre qui illustre le propos que je tiens, parce que si on remplace chacun des sommets par chacune des relations que je viens d'énoncer, eh bien, on comprend bien que la façon dont je me comporte avec les autres
avec moi-même a un impact sur ma relation à Dieu et la relation à la création. Et l'écologie intégrale vise bien à articuler l'ensemble de ces 4 relations pour vivre au sein de ce qu'on appelle la maison commune. Et sur le plan éducatif, la charte écologie intégrale met en avant la dimension intégrale de la personne en tant qu'être reliée par 3 dimensions essentielles qui sont le corps, le cœur et l'esprit. Le cœur qui désigne ce lieu de la personne qui représente l'intériorité, l'identité profonde, parce que nous savons bien que nous ne rencontrons pas quelqu'un qu'avec notre intelligence, mais avec notre cœur. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de parler à la première personne, le « je », au sens de l'engagement. C'est l'unité même de la personne où se construit l'estime de soi. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus intime, de personnel, puisqu'il fait appel à l'affectivité, à la sensibilité. Paul Ricoeur, philosophe qui nous éclaire souvent dans les réflexions sur les relations, dans l'un de ses ouvrages intitulé « Soi-même comme un autre », où il développe ce qu'il va appeler sa petite éthique, il explique la visée d'une vie bonne. Être reconnu pour ce qu'on est et de se reconnaître soi-même. Il met alors en interaction 3 dimensions, le « je », le « tu » et le « il ». Et dans le « je », c'est l'estime de soi, c'est l'image que l'on a de soi-même et qui nourrit ensuite la confiance en soi. Il précise, Paul Ricoeur, que pour se construire, nous avons besoin des autres, qu'ils font partie de notre projet de bonheur, et dira même que le chemin le plus court de soi à soi passe par autrui. Et que donc, la deuxième dimension, le « tu », désigne l'autre avec lequel on se construit avec et pour autrui. Il fait partie intégrante de la visée d'un projet de vie bonne. Luc Ferry, dans cette notion de vie bonne, précise que c'est une vie qui a du sens, c'est une vie à aimer, à penser librement, à connaître une existence intense. Et pour être heureux, Paul Ricoeur précise enfin que nous avons besoin d'institutions justes, institutions au sens d'une structure du vivre ensemble fondée sur la justice. Et c'est ce qu'il appelle le « il », cette 3e dimension en relation avec le bien. Ainsi, il y a bien une relation entre ces 3 dimensions, je, tu, il, qui constitue la relation interactive entre les personnes. Et cette relation tripartite pourrait être relue à la lumière du cœur. Le principe même du bien commun est qu'une action ne peut être estimée bonne, donc éthique, que si elle est faite en faveur d'autrui, par souci pour lui. Et le cœur est bien le centre de toute relation, et dans nos projets éducatifs, il en constitue la pierre angulaire, on dira même que c'est la singularité. Pour Edgar Morin, rappelons que le « je » a besoin du « nous ». Le corps, c'est la dimension de la personne la plus évidente, parce qu'elle est apparente. C'est par le corps que la personne est visible aux autres, en relation avec l'environnement par le biais des 5 sens. Il inspire la relation à soi, la relation aux autres, prendre le temps d'accueillir mon corps, de me poser. Mon corps, c'est moi, c'est ma capacité d'entrer en relation. Nous mettons en fait ici la nécessité d'approfondir la notion du respect du corps, de son propre corps, de celui de l'autre, dans la mission éducative qui est la nôtre, au travers notamment de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, si important pour les adolescents. Enfin, l'esprit, c'est évidemment, cela précise l'intelligence, la formation continue des adultes, la formation intellectuelle des enfants et des jeunes, au travers des sciences, des lettres, des arts, du sport et l'école, est un des lieux essentiels, nous savons qu'il n'est pas le seul, de la formation intellectuelle, grâce à ce formidable travail qu'exercent les enseignants sur le plan pédagogique, dans leur capacité à innover, de l'éducation à l'esprit critique, mais également les différents acteurs des comités éducatifs qui contribuent chacun à l'œuvre éducative, dont les parents. Et lorsque l'on dit que tout est intimement lié, eh bien, c'est bien le cas entre le corps, le cœur et l'esprit, qui sont unis et inséparables et qui incarnent la dignité de toute personne
humaine. Voilà, et prendre conscience des 3 dimensions corps, cœur, esprit dans une écologie intégrale, c'est bien nous ramener à cette notion essentielle de l'éducation intégrale, et si nécessaire pour construire la société de demain. Voilà. Parce que lorsque nous accueillons un élève dans un établissement scolaire, c'est avant tout un enfant, un jeune que nous accueillons, évidemment avec son histoire, ses forces, ses fragilités. Ce n'est pas un carnet de notes ambulant que nous accueillons. Et il y a autant de personnalités dans une classe qu'il y a évidemment de jeunes. Et nous sommes tous engagés avec les parents dans ce processus éducatif qui est loin d'être simple, car nous savons combien l'école se trouve plus que jamais exposée aux influences extérieures. Voilà. Et en tout cas, c'est ce que précise évidemment la charte. Et donc, cette réflexion qui a commencé en mai 2019, elle a abouti le 14 avril 2021, 2 ans après, où elle a été promulguée par l'évêque du Mans. Il y a eu un comité de pilotage qui en a été une cellule de réflexion, de veille, de proposition, qui a fait des propositions de conférences, de journées de travail, d'accompagnement des 92 établissements catholiques de la Sarthe. Et évidemment, c'est par ce principe de subsidiarité et de participation qu'elle s'est peu à peu construite. Et toutes les occasions furent saisies pour mettre les établissements en synergie dans un même élan de dynamisme à partir de leur propre vécu, de leur propre histoire implantée dans un territoire et de ressources. Parmi ces temps forts, il y en a eu notamment 3 qui étaient le premier vendredi de décembre de chaque année. Donc, le 6 décembre 2019, les 92 établissements ont tous travaillé sur la notion de l'écologie, du respect des biodiversités, évidemment, des enfants de maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Moi, j'étais dans une école maternelle où l'enseignante leur expliquait aux enfants en leur mettant la main dans la terre et leur demandait de ressentir. Voilà. Et puis, 1 an après, en plein cœur de la crise, nous avons tous travaillé sur la notion de la relation et en quoi la relation était importante pour, évidemment, nos jeunes. Et donc, cette charte, elle se présente sous la forme d'un livret voilà, de 23 pages qui reprend les 4 relations, chaque relation déclinée en 3 articles, chaque article décliné en 4 items. Ce qui nous fait donc 48 items. On peut les prendre dans n'importe quel ordre puisque tout est intimement lié. Et pour terminer, un exemple, si je prends la relation aux autres, donc sur la page de gauche, ce sont des photos qui ont été prises dans les établissements. Et sur la page de droite, on retrouve évidemment cette charte qui est en fait notre feuille de route pour les années à venir. On peut prendre, par exemple, le premier, prendre en compte la singularité de chacun pour permettre l'épanouissement de tous dans un esprit de confiance. Donc, il y a un établissement qui va travailler sur cet item-là. Un autre, accueillir la parole de l'autre avec respect, attention et bienveillance dans une écoute active. Ou encore, comment se nourrir du dialogue intergénérationnel pour entretenir la transmission des plus âgés et se laisser surprendre par les idées des plus jeunes. Vous voyez, dans cet exemple-là, on a une école en milieu rural qui a un projet de travaux. Il y a une maison de retraite qui est aussi en projet de travaux. Ils sont en train de construire un projet pour que des salles soient communes aux deux. On est dans l'esprit de l'éducation intégrale. Ici, sur la relation à soi, là, on a des belles photos qui ont été prises par des lycéens qui ont travaillé la notion de la terre. Par exemple, accepter de se donner le droit à l'erreur, de se pardonner dans une démarche de progression, oser prendre sa place pour être un acteur confiant du monde, ou encore comprendre qu'on a de la valeur pour l'autre. Donc, on est bien au cœur de l'éducation intégrale. Et là, vous avez ici, et je terminerai par cette page, le travail qui a été mené à la journée d'école éducative de décembre 2021. Là, c'est une école qui, avec l'équipe, a décortiqué la charte puisqu'elle est là. Donc, maintenant, il faut s'y acculturer, se l'approprier pour la vivre sur les années à venir. Et donc, ils l'ont décortiquée pour voir comment ils peuvent la vivre avec les enfants et les jeunes. Voilà comment, en s'appuyant sur des convictions, sur une réflexion collective, sur un partage de ressources, partant du vécu des établissements, eh bien, nous avons pu, en toute simplicité, construire la réflexion qui a débouché sur la rédaction de cette charte qui propose des pistes possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Eric.
en Zoom, on ne peut pas se dire, mais enfin bon, le cœur y est, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Alors, avant, vous allez vous déplacer pour laisser Anne prendre place. Pendant ce temps-là, on va prendre d'abord quelques questions dans la salle, et puis on demandera ensuite aux gens sur Zoom s'ils ont des questions. Ok. Bon, on fait n'importe quoi. Donc, c'est magnifique, hein. Je trouve que c'est vraiment assez incroyable de mettre ça surtout à cette échelle-là. Et ma question elle est plutôt sur l'échelle, justement, sur comment vous avez réussi à former avec 92 établissements scolaires des personnes à l'écoute, pour de tels chantiers sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Est-ce que vous avez fait appel à des partenaires, comment concrètement on met ça en place? C'est vraiment l'échelle qui m'impressionne. On sait, je réponds au fur et à mesure, Bruno? Oui, d'accord. On s'est beaucoup évidemment appuyé, on a beaucoup travaillé avec les responsables d'établissement. Évidemment les chefs d'établissement, puisqu'après ce sont eux qui font vivre leur communauté éducative. Et donc la première étape, c'était non pas de convaincre, mais en tout cas d'expliquer pourquoi il nous semblait important dans le comité de pilotage de nous engager dans cette synergie-là, et ils ont vraiment été partants à 100%. Donc, comme on a une fois par mois des réunions de 2-3 heures avec tous les établissements, parce que 92 établissements, ça reste à taille humaine. 21 000 élèves, ça reste à taille humaine. Le diocèse des Loire-Atlantique dans les Pays de Loire, lui, c'est 110 000 élèves. Donc, on n'aurait pas pu avoir la même approche. 92 établissements, ça représente que 25 chefs d'établissement de second degré. Donc, on travaille avec eux d'un côté, et puis d'un autre avec ceux de premier degré. Voilà. Donc, d'abord, c'était d'abord de travailler l'intérêt avec nos chefs d'établissement, qui ensuite, eux, ont pris le relais avec leur communauté éducative. Et dans les journées des communautés éducatives de ce fameux vendredi, c'est là qu'ils ont travaillé à l'intérieur. Et à chaque fois que nous avions des temps forts, l'association des parents d'élèves, qui ont programmé des temps de conférence, et bien là, ils venaient, les adultes, en tout cas, et je parle notamment des responsables, hein, et puis ont été très impliqués aussi les bénévoles dedans, puisque dans la particularité de l'enseignement privé, il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent au travers des organismes de gestion, l'association des parents d'élèves, l'association des retraités aussi a beaucoup œuvré aussi, c'est-à-dire que c'est une famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'au départ, on n'avait prévu qu'1 an. Alors, à cause ou grâce, évidemment, tout dépend où on se situe, hein, de la crise sanitaire, on a rallongé d'1 an, mais finalement, tant mieux, parce que ça nous a permis de travailler davantage sur cette question. Mon point, ça rejoint comment ça se répond, c'est-à-dire cette charge pour l'établir, quels ont été les partenaires, c'est les chefs d'établissement, parce que là, après, bon, maintenant, elle est en œuvre, bon, mais en amont, quels ont été les acteurs? Tous les acteurs, alors les jeunes, évidemment, les enfants et les jeunes, nos 21 000 élèves. Voilà. Pour l'écriture, vous parlez? Non, je veux dire, sa mise en forme, vraiment réaliser cette charte. Alors, comment on pratique Alors, on a mis en place un comité de pilotage d'une 20aine de personnes. Dans ces 20aines de personnes, il y avait des enseignants, des chefs d'établissement, des retraités, des parents d'élèves, des prêtres référents, tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle la communauté éducative. Au départ, nous étions 20, et puis avec la crise, on a forcément modifié, et au final, on était 12. Puisque plus on avançait, plus il fallait affiner. Il y avait un groupe qui se chargeait de l'animation des communautés. Il y avait un groupe qui se chargeait de proposer une rédaction, de formaliser. Et quand ce groupe-là a mis en forme l'écriture, dès que nous avions la réunion avec nos chefs d'établissement, on leur faisait relire. Et eux-mêmes, par petits groupes, modifiaient un mot et autre, et ça remontait. C'est pour ça qu'on s'appuie sur le principe de subsidiarité. Parce qu'on sait que pour qu'un projet puisse vivre, il faut que les gens se l'approprient. Et pour se l'approprier, il faut qu'ils soient associés.
Si ça tombe de façon unilatérale, on le sait que ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, c'est un beau projet. Hein. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Hein. On s'est donné 10 ans pour le vivre. Hein. Voilà. Parce que si on prend simplement un item, on peut y passer des journées dessus. Hein. Surtout que derrière, ce qui est important, ce sont les jeunes. Voilà. Dans le contexte de société aujourd'hui, hein, qui sont dans l'ère des réseaux sociaux, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Merci. Et au-delà de la charte, la déclaration, comment les choses ensuite se réalisent concrètement sur le terrain? C'est-à-dire où est-ce que c'est trop tôt? C'est pas encore tout à fait le… Alors, on a sur le terrain, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, on a, par exemple, très concrètement, en milieu rural, on a une école qui est sur 2 sites. Il y a un endroit où il n'y a qu'une classe. Il y a 4 km, il y a 2 classes. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai provoqué des réunions pour que les 2 écoles se regroupent et fassent une école à 3 classes. Bon. Donc j'ai laissé la main aux responsables de l'école avec le GEC, les bénévoles, etc. Et c'est là qu'ils ont saisi une opportunité avec les lions de retraite, à l'aune de cette charte écologie intégrale, qui elle a besoin de s'agrandir, qui est mitoyenne avec l'école, et se sont dit, pour éviter à l'école de construire donc un coup, on va la maison de retraite construire et on va vous louer 2 grandes salles avec des espaces communs pour les enfants et les personnes retraites. Là, on est dans le cadre d'une concrétisation. Et les jeunes sont, les enfants, oui, c'est des enfants, c'est des primaires. Voilà. Sont-ils impliqués de quelle manière? Parce que cette réalisation-là, c'est des choses d'adultes. Voilà. Alors, vous savez, quand je suis arrivé moi, en 2018, quand je dis le territoire de la Sarthe, dans toutes les écoles rurales, il n'y en a pas une où il n'y a pas un poulailler, hein, où il n'y a pas un espace vert, hein, où il n'y a pas la culture qui se vit. Hein. On a le sanctuaire Notre-Dame-du-Chêne, qui est une écologie intégrale. Hein, les frères ont également accès beaucoup à la permaculture, etc. Donc, on s'en inspire dans le territoire de la Sarthe. Hein. D'autres exemples aussi, on souhaite vraiment favoriser, là, c'est la relation à la création, le travail avec les artisans locaux, d'utiliser, et ça peut être une transition, avec les produits locaux, aussi dans les cantines, dans la restauration. Aussi. Voilà, ça sont les premiers exemples concrets qui arrivent. On a aussi, il y a des actions qui ont beaucoup travaillé sur les dangers d'Internet, les réseaux sociaux. C'est un formidable outil, mais entre les mains d'un ado, ça peut avoir un danger, et on le sait. Donc, il y a une édition qui travaille sur cette question. Voilà un petit peu, la mise en œuvre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, sur Zoom, si nous avons une ou 2 questions, vous devez ouvrir votre micro, bien entendu, et la poser. Voilà, c'est à vous. Donc, j'en conclus qu'il n'y a pas de questions pour les personnes connectées. Très bien, merci. Non, je voulais juste, Bruno, voilà, comme je vais devoir vous quitter malheureusement après une longue journée à la fois de cours et de visio qui se succèdent, voilà, vous dire que je ne pourrai pas assister à la présentation suivante, voilà, mais Bruno connaît l'intérêt de mon institut, l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable, et toutes les questions vives qui ont été abordées autour de l'éducation à l'écologie, ce sont des questions que nous traitons de très près. Et bien évidemment, nous aurons d'autres occasions de retravailler ensemble, et notamment sur tous les projets qu'on a évoqués ensemble en lien avec le développement des technologies numériques pour créer du lien social. Très bien, merci Vincent. Je ferai la relation avec Eric, hein, de façon à ce que vous puissiez poursuivre la discussion. Voilà, donc maintenant, nous passons à la 2e intervention. Voilà, donc Anne, attention, voilà, je te donne la parole. Je me permets juste, avant que Anne prenne la parole, de préciser que ça m'aurait d'autant plus intéressé que un des projets que je mène, Bruno, tu le sais, est les développements de l'impression alimentaire 3D et de la fabrication additive de pièces comestibles fonctionnelles. Voilà.
Donc, c'est un sujet qui, autour de l'alimentation durable, est aussi très sensible. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Donc, moi, je suis consultante et formatrice en alimentation durable et j'interviens notamment auprès de la restauration collective. Et j'ai créé une association de mon assiette à notre planète en 2006, et également une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Excellent Excédent, qui redistribue les excédents de la restauration collective. Et donc, je vais vous parler de mon expérience véritablement en restauration collective et en restauration scolaire plus précisément. Donc, éduquer à l'alimentation durable. Donc, j'ai créé cette association il y a une quinzaine d'années avec deux idées fortes. C'est que prendre soin de son assiette, c'est aussi prendre soin de la planète, d'où le nom que j'ai donné à cette association lorsque je l'ai créée dans le collège de mes enfants et qui avait au départ une vocation à être une des activités du foyer du collège. Et la baseline de mon association, c'est rendre les élèves acteurs de leur alimentation pour réenchanter les repas à la cantine. Alors, je ne percevais pas encore complètement à l'époque combien, pour réenchanter les repas à la cantine, il fallait véritablement travailler avec tout l'écosystème de la cantine. Et ça a été une prise de conscience progressive. Finalement, donc 15 années ont passé, et ces deux intuitions de départ sont plus que jamais d'actualité, surtout dans le contexte. Cette éducation à l'alimentation durable amène à l'éducation à l'écologie intégrale et à l'éducation intégrale, où sont mobilisés le corps, le cœur et l'esprit. On va y revenir plus précisément. Alors, quelques définitions. L'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Une définition de l'ADEME. L'école est un lieu privilégié pour aborder la totalité du fait alimentaire qui articule les différentes dimensions de l'alimentation, la dimension nutritionnelle, sensorielle, environnementale, écologique, culturelle et patrimoniale. Cette éducation transversale répond aux enjeux de santé publique, les enjeux environnementaux et de justice sociale, la définition du ministère de l'Éducation nationale et du SCOL. Alors, quelle est la situation en restauration scolaire? On assigne généralement 3 fonctions à l'acte alimentaire et par extension à l'acte alimentaire dans le milieu de la restauration scolaire, se nourrir, se réunir, se réjouir. Ces 3 fonctions indispensables pour que l'acte alimentaire soit un moment positif sur tous les plans, elles sont souvent perturbées et la cantine, en fait, peut au contraire être un lieu, j'ai choisi délibérément des termes un petit peu forts, mais on va les développer, un lieu de maltraitance, voire de violence. Déjà parce que un tiers des aliments produits sont gaspillés en restauration scolaire, donc un lieu de violence envers les aliments et la nature qui les produit. Également envers les personnels, parce que ces aliments jetés, c'est du travail gâché, c'est peu de considération pour leur travail, peu ou pas de rencontre entre les différents acteurs, c'est ça la situation assez générale en restauration scolaire, chacun travaillant un peu en silo. Et envers les élèves, pourquoi un lieu de maltraitance et de violence? Parce que parfois, les postures et les discours d'adultes sont inadaptés à une éducation à l'alimentation durable et au goût. Donc, en fait, travailler sur ces violences, éduquer à l'alimentation durable ont été vraiment le moteur de mon engagement. Alors, qui on éduque à l'alimentation durable? Comme Eric l'a bien pointé précédemment là, avec la charte dans le diocèse du Mans, on inclut tout le monde et de la même manière en restauration scolaire, pour réaliser et donner toutes ces chances à cette éducation à l'alimentation durable, on va impliquer les élèves bien sûr, mais aussi les personnels de restauration et d'animation du temps du repas, les enseignants et les commanditaires, donc les collectivités, les sociétés de restauration et les parents. Et sans une prise en compte de tous ces acteurs dans ces dispositifs d'éducation et de formation, il n'y aura pas de grand changement. Vous voyez sur la photo en collège des élèves qui avaient réalisé
des t-shirts, des messages sur des t-shirts pour animer le temps de cantine. Alors, les élèves, moi je constate que la prise en compte de ces enjeux écologiques a bien progressé dans les consciences depuis une quinzaine d'années. Mais néanmoins, l'ampleur du gaspillage est très largement sous-estimée, ainsi que l'impact du gaspillage sur l'environnement. Les élèves considèrent rarement qu'ils ont une part de responsabilité et j'entends très souvent la phrase « ce n'est pas moi, c'est les autres qui gaspillent » ou « ils gaspillent » ou « on gaspille ». Mais en fait, je n'ai jamais entendu dire « je gaspille » de manière spontanée. Les sujets environnementaux phares des enfants et des ados en primaire et au collège qui reviennent vraiment souvent. Il y a la fonte de la banquise, ça les émeut beaucoup, la pollution des océans, notamment par les plastiques, la précarité, les personnes en précarité. Et ce sont des sujets qui, je le constate, génèrent de l'anxiété. Et on parle aujourd'hui d'éco-anxiété et leur réaction souvent pour apprivoiser en quelque sorte cette éco-anxiété, c'est on va bien trouver des solutions, on va composter, ça annule le gaspillage, ça c'est très classique dans un projet de lutte contre le gaspillage, mais on composte, donc ce n'est pas du gaspillage. Et une envie ou une croyance que les matériaux se recyclent à l'infini. Voilà, ça c'est une manière, enfin, je trouve, de gérer cette éco-anxiété, ces inquiétudes et de s'en accommoder plus ou moins. Les personnels de restauration et d'animation du repas. Eux aussi, ils sous-estiment généralement les volumes de gaspillage. Ça permet de mettre un peu le problème à distance. Ils connaissent peu les impacts écologiques, environnementaux, économiques, sociétaux. Ils pensent très souvent pas pouvoir agir, on n'y peut rien, on ne sait pas quoi faire. Et ils rejettent très souvent les responsabilités sur les élèves et les parents. J'entends là aussi très souvent la petite phrase « l'éducation à l'alimentation n'est pas faite à la maison, alors qu'est-ce que vous voulez ?» On arrive un petit peu tard. Et puis, bon, il faut souligner quand même que cette pandémie a ajouté beaucoup de tensions dans leur quotidien. Le gaspillage est en augmentation, je le mesure. Les protocoles d'hygiène ont été renforcés, ce qui évidemment ne favorise pas la convivialité et la commensalité, qui sont des éléments de base pour bien manger, pour se nourrir, se réjouir, se réunir. Il y a énormément d'absence de personnel, ce qui met vraiment tout le monde en tension. Donc, on simplifie les repas, on a recours à des plats industriels. Et tout cela n'est pas très favorable à la lutte contre le gaspillage. J'entends beaucoup de collectivités qui regrettent, qui disent que tout ce qu'ils ont mis en place ces dernières années, toutes les bonnes pratiques, ce qu'on appelle des bonnes pratiques, finalement, et ils me disent, on revient en arrière. On a essayé pas mal de choses, des pratiques anti-gaspillage, et en ce moment, tout est un peu en stand-by. Donc, c'est parfois un petit peu décourageant. Alors, j'ai sauté quelque chose ou pas? Non, donc je passe maintenant aux enseignants. Les enseignants mènent spontanément peu de projets de développement durable avec les équipes de la cantine. Le projet classique, souvent, c'est le repas à thème, donc le repas espagnol, le repas italien, le repas anglais, le repas américain, etc. Voilà, ça c'est en général ce qui se passe entre les enseignants et entre les équipes de restauration. Alors que de nombreux textes et de nombreux dispositifs insistent sur l'intérêt d'un continuum éducatif en matière d'éducation à l'alimentation et au goût. Et cette éducation donc devrait être transversale et permettre justement de mobiliser ensemble toutes ces équipes, les équipes pédagogiques et les équipes de restauration. Alors, une difficulté, c'est que les temps et les espaces sont distincts. Et voilà, ça ne favorise pas ces projets transversaux. Les commanditaires, ils veulent et ils doivent réduire le gaspillage. Il y a différents textes de loi depuis une dizaine d'années, dont Egalim, la loi Egalim, il y a 2 ans, plus récemment la loi Climat et Résilience, où l'obligation de mettre en place des projets de lutte contre le gaspillage dans les établissements scolaires est maintenant une obligation. Elles doivent également, ou elles veulent améliorer la qualité de la restauration.
Et de nombreuses collectivités prennent conscience que ça ne se fera pas sans éducation de tous les acteurs. Ça, c'est quelque chose que j'observe depuis 2, 3, 4 ans. C'est cette prise de conscience que on ne peut pas déclarer qu'on va réduire le gaspillage, on ne peut pas en faire une injonction et que ça passe nécessairement par une éducation à l'alimentation et au goût. Donc, elle est de plus en plus perçue comme un levier essentiel pour travailler sur une alimentation plus durable. Les parents. Alors, les parents, ils expriment de nombreuses exigences en termes de qualité des repas, de provenance des aliments, également depuis quelques années sur la nature des contenants, c'est-à-dire sortir des contenants de réchauffe, de service en plastique pour utiliser des contenants qui n'aient pas de perturbateurs, enfin qui n'induisent pas des problèmes de perturbateurs endocriniens. Et donc souvent les motivations des parents, elles sont motivées par des questions de santé, souvent pour leur enfant, moins souvent pour la collectivité, et plus des questions de santé que d'écologie. Ils ont du mal à prendre en compte les contraintes de la restauration collective. J'ai souligné collective parce que c'est vraiment une dimension collective, ce service de restauration. Et beaucoup de parents, en fait, voient souvent pas plus loin que le bout de leur nez de leur enfant et ont du mal à prendre en compte un très grand nombre de contraintes économiques, de contraintes réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, et ont du mal à comprendre que le prix qu'ils payent dans un repas est qu'une petite partie du coût complet. Et que donc en dehors des denrées, il y a des charges de personnel, il y a des fluides, il y a de l'énergie, il y a des amortissements et que le coût complet n'est pas payé par les parents. Et ils demandent parfois aux accompagnants du repas de la cantine ce qu'ils n'arrivent pas à faire à la maison. Je me souviens d'un animateur qui a eu l'injonction par un parent d'élève, lorsque l'animateur parlait de difficultés de l'enfant à goûter les plats et demandait aux parents comment ça se passe chez vous, comment ils mangent, comment elles mangent. Et le parent disait il ne mange rien ou il mange mal, mais vous devez réussir à lui faire aimer tout. Donc voilà, donc très souvent les parents rejettent la responsabilité et demandent à l'école ce qu'ils ne peuvent pas faire. Les collectivités sont parfois tiraillées entre les exigences des parents et leur volonté, la nécessité de réduire l'empreinte environnementale de la restauration. Et je vois quelquefois des prestataires de restauration qui ont une offre de restauration qui me semble très tirée par le souci de faire plaisir aux parents, le souci de faire plaisir aux enfants, mais beaucoup moins d'être en règle, si j'allais dire, avec les contraintes environnementales et la nécessité de servir des repas qui nourrissent, réjouissent et réunissent. Et ce continuum éducatif, donc dans les temps d'enseignement et les temps périscolaires, devrait aussi se prolonger à la maison. Ça aussi, c'est dans les textes de l'éducation à l'alimentation et au goût, pour avoir une chance de faire évoluer durablement les comportements et qu'il n'y ait pas de distorsion, de dissonance en fait entre les discours de l'école et les discours de la maison. Donc ça, c'est également un vaste projet, mais c'est très important. Alors, donc, cette éducation, elle a pour vocation de faire évoluer tout l'écosystème. Donc, notre constat, c'est qu'en matière d'éducation à une alimentation durable, il ne suffit bien sûr pas de changer les idées pour faire bouger les comportements. Ce n'est pas en apprenant, en ayant des connaissances sur ce qu'est une alimentation bonne pour soi et bonne pour la planète, qu'on va automatiquement changer les comportements. Donc, dans l'approche dans mon travail, on privilégie une pédagogie par l'expérience qui engage le corps, le cœur et l'esprit pour véritablement passer de la prise de conscience à l'action, au changement de comportement. Donc, cette éducation doit faire évoluer tout l'écosystème. Lorsque je mets en place des campagnes de lutte contre le gaspillage à la cantine, on part de campagne de pesée. L'idée est de prendre conscience, puisque comme je le disais tout à l'heure, de nombreux acteurs n'ont pas conscience des volumes. Et très souvent, j'arrive dans un établissement scolaire où on me dit « Ah, il y a des pâtes aujourd'hui, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui parce que vous verrez, ils ne vont rien jeter. » Et on mesure énormément de gaspillage, même sur des aliments en général plébiscités par les enfants et les adolescents.
Donc, les campagnes de pesée, ça permet donc déjà de prendre conscience. Ensuite, on apporte des informations pour comprendre les impacts. On apporte de la matière, des connaissances. Et ensuite, une étape est d'amener les acteurs à se projeter sur le bénéfice des actions, les satisfactions personnelles et collectives qui vont dériver des fruits d'un projet de lutte contre le gaspillage. Puis nous passerons à l'expérimentation de solutions concrètes, choisies à court terme, à moyen terme, à long terme, avec tous les acteurs, de manière collective. On passe en général par des choses relativement faciles au départ pour être ensuite un peu plus ambitieux. Échanger des expériences et des résultats entre acteurs engagés pour se soutenir, pour soutenir la démarche, pour aller plus loin et pour ne pas faiblir en fait dans la démarche. Et ensuite, il s'agit de diffuser les bonnes pratiques et de faire témoigner les ambassadeurs pour donner envie à d'autres de rejoindre le mouvement. Donc, voilà, pour faire évoluer tout l'écosystème en matière de gaspillage alimentaire. En matière d'éducation au goût et à l'alimentation, cette pédagogie passe par une découverte sensorielle des aliments qui va susciter des émotions et stimuler le plaisir alimentaire. On peut y adjoindre la rencontre d'acteurs de la chaîne alimentaire pour bien comprendre toute cette chaîne humaine et depuis les systèmes naturels jusqu'au service du repas à la cantine. Les mains dans la pâte, ça aide beaucoup aussi pour toucher la matière et pour se déplacer, en fait, pour changer de perspective sur les aliments. Donc, la cuisine, les ateliers culinaires ou les ateliers d'éducation au goût. La rencontre de l'autre différent par la mise en place de dons d'excédents de la restauration à des personnes en précarité. Là, j'accompagne là en ce moment des écoles d'un arrondissement de la ville de Paris où une école a mis en place le don en fait, des excédents de la cantine à une association qui vient récupérer à l'issue du repas les produits de type fruits et certains produits laitiers et du pain. Et ce sont les élèves eux-mêmes, l'établissement a tenu à ce que ce soit les élèves eux-mêmes qui fassent cette remise des excédents, qui soit dans cette relation avec cette association. Et ça permet aussi de faire évoluer beaucoup les comportements par rapport à la valeur de l'alimentation. Se rendre compte que cet aliment, finalement, il est un aliment important pour une autre personne et donc de débanaliser le gaspillage, de redonner de la valeur. Parce que ce gaspillage, c'est quand même la sanction d'une banalisation de l'aliment. Et toutes ces actions, en fait, elles permettent de s'émerveiller, je l'ai souligné de couleur parce que c'est très important en matière d'alimentation, de prendre conscience de cette valeur de l'alimentation et de ses enjeux environnementaux. Donc, c'est une pédagogie qui s'adresse au corps, au cœur et à l'esprit. Alors, bien sûr, il y a des difficultés et des freins. Le contexte d'hyperconsommation rend difficile le changement d'habitude, le contexte d'hyperchoix également, souvent une très forte demande en restauration collective d'avoir du choix. Et voilà, c'est intéressant de travailler là-dessus. On a longtemps oublié que pour éduquer les jeunes à des pratiques alimentaires plus durables au restaurant scolaire, il fallait aussi travailler avec les personnels de la cantine. Ce n'est que depuis quelques années que je trouve qu'on a pris conscience que finalement ces agents de restauration, ces animateurs qui sont les dernières personnes face à l'élève, face à l'enfant ou l'adolescent, ont un rôle en fait très très important. On parlait de l'offre de restauration, de la qualité de ce qu'on mettait dans l'assiette, de la pédagogie, etc. Mais on avait mésestimé, enfin je trouve qu'on a beaucoup mésestimé pendant très longtemps l'importance de ces personnels qui préparent, qui servent et qui accompagnent la prise du repas de l'enfant. Heureusement, c'est en train de changer et on mesure l'importance du travail à faire avec eux sur les gestes, les postures et les discours qui peuvent, en matière d'alimentation, radicalement changer la donne entre l'envie de goûter ou, au contraire, la non-envie de goûter. Alors, la peur de l'avenir, qui sont très présents chez les jeunes, les sentiments de précarité, d'insécurité créent de l'éco-anxiété. Et ce que j'observe, c'est que certains enfants, certains ados vont avoir envie d'agir. On a parlé tout à l'heure du mouvement des jeunes pour la planète. Et d'autres, en fait, réagissent plutôt en disant « on n'a pas que ça à faire ». Ce qui est toujours très difficile pour un enseignant, un intervenant, c'est lorsqu'on a en face de soi une très grande passivité
que ce soit d'ailleurs chez les jeunes ou chez les différents acteurs de cette restauration collective. On n'y peut rien, c'est comme ça, on ne va rien changer. Ça, voilà, c'est un challenge que j'essaye de relever tous les jours, mais qui est un véritable challenge. Pourriez-vous préciser le troisième point que vous avez un petit peu établi, s'il vous plaît, sur le contenu de l'assiette? Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, merci de pointer, je l'ai escamoté. Oui, c'est difficile d'éduquer les jeunes à une alimentation durable si le contenu de l'assiette est en dissonance avec les messages véhiculés. Oui, c'est effectivement vraiment important, c'est-à-dire que si on incite les jeunes à goûter, à regarder la valeur de ce qui leur est servi, à se régaler avec les aliments de leur repas, mais que par ailleurs l'offre alimentaire ne suit pas, c'est-à-dire que plutôt en qualité qu'en quantité. Alors, quantité, c'est rarement une difficulté, mais plutôt, donc on est là plutôt au niveau de la qualité, c'est-à-dire que la qualité de ce qui est servi ne permet pas vraiment ne permet pas le plaisir, ne permet pas de stimuler tous ses sens, de se réjouir, de prendre plaisir à. Effectivement, là, on est en dissonance et moi, je ne peux pas intervenir sur éduquer les jeunes à réduire le gaspillage alimentaire, les éduquer à goûter, leur donner envie de goûter et mettre en mouvement tout cela, si en face, dans le restaurant scolaire, effectivement, il n'y a pas une qualité minimum. Et la qualité, donc le contenu de l'assiette, c'est beaucoup de choses en fait. Donc c'est effectivement le contenu, enfin la qualité intrinsèque des aliments, la qualité organoleptique, la qualité nutritionnelle des aliments, mais c'est aussi la manière de la présenter, la manière de la mettre en valeur, la manière de mettre des récits sur cette assiette, parce que finalement c'est la somme de tout ça qui va faire que l'assiette va réjouir ou pas le convive. Donc, c'est effectivement très important et c'est un point de dissonance lorsque on a des projets d'éducation à l'alimentation dans un établissement scolaire, mais par ailleurs une restauration qui est un peu à la traîne. Par bonheur, si on peut dire, la restauration collective ces dernières années fait énormément d'efforts. Bon, d'abord, elle a été très poussée par un ensemble de textes de loi et puis il y a une prise de conscience aussi de l'intérêt de ce repas de la journée qui est parfois dans des territoires, parfois le seul repas de la journée des enfants et des jeunes. Et donc, voilà, l'importance de ce temps éducatif. Ça n'a pas été un temps éducatif pendant très longtemps, c'était vraiment un service de restauration, mais je crois que maintenant, on pointe l'importance de ce temps pour l'éducation de la personne et l'éducation aussi de la personne en relation avec les autres. Alors, autre difficulté, autre frein, il y a une fracture entre ceux qui pensent avoir du pouvoir d'agir et ceux qui n'en ont pas ou ne pensent pas en avoir. Voilà, c'est vraiment une difficulté, je trouve, en matière d'éducation, cette fracture entre ceux qui s'emparent des sujets et qui se mettent en mouvement et puis ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, qui sont passifs et qui ne pensent pas pouvoir agir. Par conséquent, on ne met pas en mouvement de la même façon différents publics, bien sûr. Il faut bien comprendre ce que les gens vivent pour ajuster la pédagogie, les outils et les ambitions, placer les ambitions au bon niveau. Je reviens sur le contexte qu'avait introduit Eric là tout à l'heure. Le contexte il est vraiment difficile pour les établissements scolaires depuis près de 2 ans et pour la restauration collective, des difficultés personnelles, beaucoup d'absences, le manque de considération, ça c'est un peu général par rapport à ces personnels, bouscule souvent les priorités ou balaye ou remettent à plus tard les bonnes pratiques qui venaient juste d'être mises en place. C'est ce que j'illustrais tout à l'heure. Alors, les réussites et les perspectives, pour quand même terminer sur quelque chose d'un peu plus positif et joyeux, finalement, est-ce que la crise ne serait pas une opportunité pour cette éducation à l'écologie intégrale, l'éducation à une alimentation plus durable? Moi, je trouve qu'elle a permis une accélération de la prise de conscience des enjeux climatiques. Par rapport à mes sujets gaspillage, moi, je trouve que ça m'a facilité, la mobilisation, en tout cas des acteurs d'un établissement scolaire autour de ces sujets, parce que le lien s'est fait enfin
un peu plus entre le fait de jeter de la nourriture et de jeter sur la terre. On jette un tiers de ce qui est produit, un tiers de nos aliments partent à la poubelle. Et donc, en fait, voilà, j'ai trouvé que ça avait permis une accélération de cette prise de conscience. Ça a également facilité la prise de conscience de l'importance de s'y mettre tous. Voilà, on ne se travaille pas en silo, ce n'est pas les cuisiniers dans une restauration scolaire qui vont pouvoir tout changer s'ils sont tout seuls, ce n'est pas les enseignants avec les cours qu'ils peuvent faire, par exemple en histoire géo, on aborde ces sujets, nourrir le monde, nourrir la planète en 5e. Voilà, c'est pas suffisant si on s'y met pas tous, s'il n'y a pas de la relation, s'il n'y a pas du dialogue et cette prise de conscience qu'on habite une maison commune. Donc ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est vraiment beaucoup de répétitions et il faut y revenir très souvent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit viser, faire comprendre et faire vivre en fait aux jeunes le fait qu'on habite une maison commune. Les jeunes, ils ont en général une grande sensibilité et un esprit généreux. Je vois très souvent lorsqu'on rend un diagnostic du gaspillage alimentaire, qui sont vraiment très embêtés par les impacts sur l'environnement, par le coût des aliments gaspillés. Et je trouve que de plus en plus, ils réclament un changement et du sens dans leur choix de vie et leurs engagements. Et pour les aider, ils ont besoin de récits désirables du changement. Parce que sinon, ça peut être trop dur pour eux, le contexte. Et il faut les amener, il faut les conduire, leur proposer, leur offrir et en faire incarner également soi-même des récits désirables du changement. Voilà, terminé ma présentation. Merci Anne. Alors, comme tout à l'heure, on commence par les questions dans la salle et puis on demandera aux gens sur Zoom de poser les leurs un peu plus tard. Oui. Parlez bien dedans que les Vous gens. m'entendez là? Qu'en est-il de la restauration industrielle dans les établissements? Est-ce qu'il n'y a pas une grande opposition entre cette restauration industrielle qui distribue les repas uniquement réchauffés et des pratiques de vrais cuisiniers dans les écoles? On prend plusieurs questions ou... Comme tu veux. Peut-être plusieurs questions, oui. Autre question pour Anne. Je voulais savoir ce que c'est que la loi Egalim par rapport à la restauration scolaire. D'accord. Et moi, je suis intéressé de comprendre si tous ces régimes spéciaux, on entend beaucoup de jeunes qui sont maintenant végétariens, véganes, sans gluten, sans ceci, sans cela. Est-ce que ça ne complique pas encore plus la vie de la restauration scolaire? Bon, merci de vos questions. Alors, la restauration scolaire, c'est un des pans de la restauration collective. Donc, c'est bien une restauration collective qui fait appel à différentes modes de production. Et là, je pense que vous évoquez les cuisines centrales qui préparent des dizaines de milliers de repas par jour. Voilà, avec des contraintes budgétaires très, très fortes, le coût denrée en moyenne dans un repas en restauration scolaire, il est entre 1,70 et 2,10 € en coût denrée. Alors bien sûr, pour avoir un coût aussi bas, avec 5 composantes dans le repas, c'est-à-dire une entrée, un plat avec une part protéique et un accompagnement, un produit laitier, du pain et un dessert, vous imaginez qu'il faut des process, voilà, osons le mot, industriel. Alors, en soi, c'est pas un mode de production qui va déterminer si en finale le niveau de qualité, en fait. C'est bien plus les choix qui sont faits au niveau des approvisionnements, donc des achats d'aliments, de produits alimentaires, et puis tous les process qui sont engagés, la qualité des process de production, la qualité des process de remise en chauffe. Alors bien sûr, un repas produit sur place a plus de chances d'avoir des qualités organoleptiques supérieures à un repas qui est produit qui est externalisé, enfin qui est produit dans un autre lieu. Le lieu de production et le lieu de consommation sont dissociés.
Et la liaison est froide, c'est-à-dire que les plats sont refroidis et puis sont remontés en température dans l'établissement. Donc, ce sont des process, s'ils sont mal maîtrisés, où on peut perdre en qualité. Mais quand ils sont bien maîtrisés, on sait maîtriser tout cela et avoir une qualité voilà, une bonne qualité en restauration collective. Donc, ce sujet est compliqué parce qu'effectivement, il faut voir de quoi on parle, etc. Et ça part des approvisionnements jusqu'au la remise en température peut être une catastrophe ou peut être une étape qui ne change pas la qualité du plat. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On pourra peut-être y revenir si on a le temps. Alors, Egalim, c'est une loi de mémoire, c'est novembre 2018, qui était au départ pour assurer une juste rémunération à l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, depuis les agriculteurs voilà, sur toute la chaîne alimentaire. Alors, en ce qui concerne la restauration collective, les dispositions qui s'attachent à la restauration collective sont l'obligation de mener des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire, sont l'obligation, depuis le 1er janvier 2022, donc on y est, d'un approvisionnement en 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% de produits bio. Donc ça s'applique là maintenant. C'est une marche importante à franchir, qui est plus ou moins importante selon le niveau dont on part. Si on part de très bas, bien sûr, la marche elle est élevée. Si on part, voilà, il y a d'énormes différences. Il y a des différences importantes en France sur le niveau dont on part. Il y a également, j'ai évoqué tout à l'heure les contenants plastiques, les contenants de réchauffe, de service et de cuisson. Déjà la cuisson réchauffe plastique, qui doivent eux aussi disparaître à l'horizon bientôt, 24 ou 25. Voilà, là c'est aussi une énorme remise en question des process pour la restauration collective. C'est des coûts, c'est des investissements, c'est des véhicules plus important, c'est d'éventuels troubles musculo-squelettiques parce que c'est facile de porter une barquette plastique thermofilmée et c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà, donc ce sont quand même des engagements très forts qui ont été posés par cette loi Egalim qui est issue des États généraux de l'alimentation qui ont eu lieu en 2017. Voilà, il y a tout un ensemble d'autres dispositions, dont l'obligation également de dons pour les restaurants qui produisent plus de 3000 repas le jour. Donc, ils sont obligés de conventionner avec des associations pour donner leurs excédents, si bien sûr il y a des associations. Alors, les régimes spéciaux, est-ce que ça complique? Alors, les régimes spéciaux, alors j'ai oublié que dans Egalim, ça m'amène à une disposition importante d'Egalim. Depuis novembre 2018, il y a eu une expérimentation d'un service de plats végétariens une fois par semaine en restauration scolaire. C'était une expérimentation sur 2 ans et elle vient avec la dernière loi climat et résilience, elle est devenue obligation. Donc maintenant, il y a une obligation de servir un repas végétarien par semaine ou quand il y a un double choix, une alternative végétarienne dans les restaurants publics, dans les services de l'État et la restauration scolaire. Et donc, alors, est-ce qu'on parle de régime spécial? Non, je pense qu'on ne parle pas de régime spécial avec les repas végétariens. Mais effectivement, on se confronte avec de plus en plus ce que les sociologues appellent les alimentations particulières, qui sont effectivement il y en a tout un tas, je ne sais pas si je vais les citer, vegan, cétogène, paléo, crudivore, etc., qui sont une réalité de la manière dont les pratiques alimentaires aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'alimentation particulière qui font se retrouver les personnes un peu en communauté, en fait, en communauté de pratiques, etc., et qui ont différentes origines. Moi, j'aime bien cette origine une explication d'un sociologue de l'alimentation qui dit que, en fait, l'hyperchoix crée une espèce d'inquiétude, enfin d'angoisse devant l'hyperchoix quand on voit la diversité dans les rayons des supermarchés, la diversité de l'offre.
ça peut créer chez la personne une espèce d'anxiété du choix. Et finalement, ces alimentations particulières, elles permettent de donner des injonctions et de réduire ce choix, de réduire cette difficulté, cette angoisse, et de permettre voilà, d'avoir des choses un peu dictées par son régime, et puis aussi de se retrouver entre personnes qui pratiquent la même alimentation. Donc oui, ça complique les choses, bien sûr, et c'est surtout compliqué d'expliquer que la restauration collective, la restauration scolaire, elle ne peut pas accéder à toutes voilà, tous ces régimes, parce qu'elle doit fournir une alimentation bonne et sûre, qui est très encadrée sur le plan de la qualité, des quantités, etc. Et bon, bien sûr, on peut pas satisfaire toutes les petites niches alimentaires dans ces régimes spéciaux. Mais par contre, le fait qu'on progresse vers une alimentation plus végétale en restauration collective, c'est une très bonne chose quand on sait que l'impact de l'alimentation sur l'environnement et l'impact carbone en fait de l'alimentation, et que notamment le fait de manger trop carné dans certains pays, peut-être pas assez dans d'autres, mais en tout cas dans certains pays, les dernières recommandations sont plutôt vers le fait de baisser la part carnée de l'assiette. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour réduire l'impact carbone de l'alimentation. C'est une très bonne chose pour introduire à la diversité alimentaire et voilà, et au souci de favoriser le végétal et l'animal. Merci Anne. Alors je crois qu'il y a une ou deux questions sur Zoom. Une personne a demandé la parole. Monsieur Misador. Bon, eh bien, il a disparu. Bonsoir, excusez-moi. Le voilà. Oui, je suis là. Alors, juste, je me permets, c'est Amisador. Mais c'est même si mon mail, c'est un petit jeu de mots, mais bon, bref, c'est pas grave. Déjà, merci de me donner la parole et merci pour votre conférence. C'est très, très intéressant. Et même si je n'ai pas pu assister à tout, je remercie les intervenants pour leurs interventions, tout simplement. J'ai plusieurs questions, mais il y a une question un peu générale qui me vient. C'est même pas lié au thème général de la conférence. C'est que c'était surtout le premier intervenant qui disait ça, c'était que c'est vrai que l'intérêt de l'écologie intégrale, c'est qu'on mêle plein d'aspects, même plutôt on intègre plein d'aspects dans notre réflexion de l'écologie et du développement durable. Et de notre point de vue, c'est quand même quelque chose qui doit se faire autour de l'homme et par l'homme. Et du coup, ma question, elle vient sur le fait que il y a une bonne partie de l'écologie, et si je puis dire des écologistes, qui ont la vision inverse et qui voient plutôt l'écologie contre l'homme, ou l'homme contre l'écologie. Et donc, ma question serait comment on peut faire pour axer l'écologie autour de l'homme, parce que c'est pas les animaux, les fourmis ou les chiens et les chats qui vont faire le travail, c'est nous. Donc, comment on peut l'axer autour de l'homme sans tomber pour autant dans une sorte, entre guillemets, d'anthropocentrisme, comme on pourrait le reprocher, quoi. Merci. Eric, est-ce que vous voulez… Oui, évidemment, question complexe. Alors, j'allais répondre que vous avez apporté la fin. Évidemment, pour les chrétiens, il y a une réponse. Il peut donner dans l'homme au cœur de la création, à l'image de Dieu, et évidemment, et qui vit au sein de cette relation avec Dieu et la relation avec la création, et qui fait partie intégrante de la création. Pour ceux qui ne sont pas, évidemment, c'est par des actions et de faire comprendre dans une sensibilisation aussi, de montrer comment l'homme est au cœur de cette évolution du climat et de l'évolution de la Terre, de ce qu'appelle François notre sœur la Terre. D'ailleurs, donc c'est plus par un temps de sensibilisation et d'apport,
Mais la question de l'éducation, elle prend tout son rôle, parce que pour construire la société de demain, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, et pour une autre qu'on soit public, privé, peu importe. C'est par l'éducation qu'on arrivera à faire prendre conscience dès les tout petits, en fait. Dès les tout petits, faire prendre conscience des gestes, pour qu'ensuite, à l'âge de raison et l'esprit critique, on leur fasse eux-mêmes. Et il y a un moment donné, quand il y a eu ce mouvement des jeunes, il y a 2 ans, on se souvient bien, même, enfin, on le constatait que souvent, c'était les jeunes qui éduquaient leurs parents pour trier les déchets et autres. Il y a un moment donné, alors peut-être que c'est retrouvé un peu maintenant, par regret, mais en tout cas, je crois beaucoup à la question de l'éducation pour avancer dans notre société et pour construire la société de demain. Et l'autre aspect aussi, c'est de faire véritablement confiance aux enseignants qui font un travail vraiment formidable sur le terrain. Et il faut que ça aille vers une évolution de l'autonomie, de l'esprit d'initiative des enseignants, et que ce ne soit pas de façon unilatérale dans notre système éducatif. Voilà, là, j'ouvre peut-être un autre débat. Je voulais dire que, est-ce qu'au-delà de la conception chrétienne, on ne peut pas élargir, aller plus loin et amener les enfants et toute la population à prendre conscience de l'interdépendance de tout ce qui est vivant sur la planète. Je crois que c'est extrêmement important de voir les relations qu'il y a avec tout ce qui est vivant, et donc on ne fait plus de séparation entre les valeurs de l'humain, de l'animal ou de la plante, mais tout ça, ce sont des éléments vivants qui sont interconnectés et dont l'interdépendance est manifeste, et on le voit absolument. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça me fait penser à une activité que nous avons nous-mêmes vécue sur une journée qui s'appelle la fresque du climat. C'est une activité qui dure un peu plus de 3 heures et qui explique comment, à l'origine, l'homme a sa part de responsabilité importante dans l'évolution et la dégradation du climat, et comment, au final, alors, pour certains, c'est l'espérance, mais pour d'autres, comment, au final, l'homme peut inverser la tendance. Et là, ce n'est pas du tout lié à une anthropologie chrétienne ou autre, hein, mais encore une fois, ça vient par la question de l'éducation, je pense. Merci. Une dernière question? Bien. Madame? Je trouve que la charte est très bien et j'aimerais bien qu'elle puisse être utilisée dans d'autres départements ou dans d'autres structures scolaires. Est-ce qu'on peut en avoir un exemplaire? Et d'autre part, est-ce que vous parlez de la responsabilité des enseignants, mais bon, que cette charte doit avoir une durée de 10 ans, vous avez mentionné cette durée, mais est-ce qu'il y aura des éléments de vérification, des bilans qui seront dressés à des périodes avant les Vous avez tout à fait raison, mais ça rattache à tout projet éducatif d'un établissement. Hein, et que l'établissement soit de réseau public ou réseau privé, il y a aujourd'hui des projets éducatifs dans les établissements scolaires qui posent une conception de l'homme. Alors évidemment, l'établissement catholique, c'est la singularité, ce qu'on appelle la pierre angulaire, c'est la référence au Christ. L'établissement public, c'est des valeurs humanistes, convictions, mais qui conçoivent aussi la société. Et dans ces projets éducatifs, c'est jamais figé. Il y a un texte, mais après, il faut faire des relectures parce que la société avance tellement vite. Voilà. Il y a une charte. Évidemment, quand on dit sur 10 ans, ce n'est pas le document dont on est fier, on met dans le tiroir. Il nous faudra de toute façon, et ce que j'appelais tout à l'heure le comité de pilotage, a cette mission-là aussi, de faire des relectures, des points d'étape. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faudra, dans le fil du temps, peut-être rajouter, ou d'autres, on dira, ben ça, c'est plus trop d'actualité. Donc, pour répondre à votre question, oui, il nous faut installer dans le temps des temps d'étapes, tous les 2 ans, généralement, pour voir un petit peu. De toute façon, on l'a de manière régulière dans les activités, les questionnements qui sont menés, mais de manière plus globale, de se poser sur cette charte-là. Merci. Alors, je vois qu'une personne ou deux ont
lever la main par Zoom. Avez-vous une question, Patrick? Oui, merci. J'ai une remarque à faire sur la présentation d'Anne Didier Pétremont. Vous avez bien mis en évidence ce qui manque souvent dans le monde politique, à savoir qu'il est nécessaire d'agir sur beaucoup de paramètres, sur plusieurs paramètres à la fois. Vous avez dit par exemple, pour éduquer à l'éducation, à l'alimentation durable, il faut non seulement former les élèves, mais les personnels, les enseignants, les commanditaires, les parents. Et vous avez ajouté ensuite, pour la réduction du gaspillage, de nombreuses collectivités prennent conscience que cela ne se fera pas sans éducation de tous les acteurs. Ça, c'est très important, et ça, c'est une approche qu'on pourrait qualifier d'intégrale, de globale, et si j'osais un gros mot, une approche systémique. Merci, Patrick. Je précise que Patrick prépare une conférence sur la systémique, sur Teilhard de Chardin et l'écologie intégrale, qui aura lieu donc en avril, dans pas très longtemps. Dernière question, Stanislas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci de ces exposés qui étaient très clairs. Moi, je voulais juste revenir sur le deuxième et sur la notion d'éco-anxiété qui me paraît quelque chose de très important chez les jeunes aujourd'hui, qu'on ressent beaucoup. Vous dites que ça empêche, en effet, peut-être de passer à quelque chose de plus durable, d'empêcher le gaspillage, mais je crains aussi que ça soit une des raisons du rejet d'une alimentation, c'est-à-dire que comme le monde extérieur fait peur, on va ingérer que ce qui est bien pour se rassurer quelque part. Ça, c'est un mécanisme assez connu dans les cas d'anorexie, d'obésité. Ce qu'on mange, c'est notre rapport au monde qu'on va ingérer. Donc, je me demande, donc d'où beaucoup de difficultés en fait de manger des choses, parce qu'il faut que ça soit bon et c'est très grave si c'est pas bon. Donc, je me demande si insister sur ces aspects toujours de gaspillage, etc., conduit pas paradoxalement à une forme de culpabilité et que cette éco-anxiété finalement empêche d'en sortir, quoi. On va continuer à gaspiller en s'en voulant toujours plus qu'on ne fait rien pour la planète. Voilà, je ne sais pas comment en sortir, mais bon, c'était une réflexion que je voulais partager. La fin pour Anne. Merci pour votre question, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est sûr qu'on mange beaucoup plus qu'une somme de nutriments, mais on mange le monde en fait. Et voilà, les choses étant beaucoup d'éléments, beaucoup du monde aujourd'hui, d'hier aussi, étant difficile, complexe, en tout cas complexe, on peut se rassurer par des pratiques alimentaires qui, on a l'impression de se rassurer, effectivement, d'être… et alors, en tout cas, dans la pédagogie de l'éducation à l'alimentation au goût, on ne va pas du tout dans ce sens-là. En fait, on fait vivre des expériences sensorielles. Le point de départ, c'est faire vivre des expériences sensorielles à partir de dégustation à des personnes pour qu'ensuite elles fassent leur propre chemin. Il n'y a jamais une promotion d'un régime quel qu'il soit ou d'une manière de faire. On dit jamais c'est pas bien, il faut arrêter le ketchup, mayonnaise, il faut, voilà, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Et c'est justement cette pédagogie par rapport à l'éducation nutritionnelle pure. Il n'y a pas de bons et mauvais aliments. On amène la personne
progressivement à s'ouvrir à la diversité alimentaire, à être plus curieux, à réduire ses peurs, ses néophobies, etc. Et je trouve que c'est vraiment une approche très humaniste, justement, très humaniste et pas du tout petit bout de la lorgnette. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suis partie, madame, mais… Oui, tout à fait. Enfin, c'est une réflexion, c'est difficile dans le monde inquiétant des jeunes de maintenant. Et en effet, je crois que c'est par la dégustation, par le plaisir retrouvé, mais aussi finalement calmer une forme d'angoisse qu'ils ont par rapport au monde, et ça, c'est extrêmement difficile. Quand je vois des enseignes qui vendent de la rééducation alimentaire, c'est terrible. C'est terrible. Très bien, merci beaucoup, Anne. Merci, Eric, et merci d'être venu du Mans pour nous parler ce soir. Je signale une dernière chose avant de nous séparer. Notre prochaine conférence a lieu le 17 février, donc c'est dans pas très longtemps, et elle traitera du droit. Donc c'est un professeur de droit qui viendra nous parler. Et qu'est-ce que le droit doit nous dire dans l'environnement, le droit de l'environnement, le droit à l'environnement, dans l'environnement, etc. Donc, voilà le sujet pour le 17 février. Vous pouvez noter déjà sur votre tablette. 17 février. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine fois. Au revoir. Merci.